Florian Philippot, vous êtes un adversaire d'Emmanuel Macron, j'ai envie de dire un adversaire forcené, je lis vos tweets, et vous partez régulièrement en guerre contre lui, notamment sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un sujet qui vous intéresse et qui intéresse aussi le président de la République, d'ailleurs. Ah oui, ça le passionne même, puisque encore aujourd'hui, Emmanuel Macron part à Arras faire un grand discours sur les réseaux sociaux et la démocratie. Vous avez vu d'ailleurs comment on a basculé. Il y a quelques semaines, on nous disait les réseaux sociaux par rapport à la protection des enfants. Puis maintenant, c'est carrément assumé, c'est par rapport à la démocratie. Et ce sujet m'intéresse parce que c'est le sujet de la liberté d'expression. Et je suis terriblement inquiet par ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut supprimer les voix qui dérangent. C'est-à-dire que c'est sur les réseaux sociaux aujourd'hui, très largement, à part peut-être quelques exceptions, vous en faites partie, mais sinon dans les médias, c'est quand même très uniforme. Sur les réseaux sociaux, il y a un débat. Et il y a sûrement le pire, mais il y a aussi le meilleur. Et il y a une liberté d'expression qu'on ne trouve absolument pas ailleurs. Et c'est pour ça qu'il veut la museler. Alors il utilise pour ça beaucoup l'Union européenne. Vous savez qu'aujourd'hui même, l'Arcom va désigner ses signaleurs de confiance. Ce sont des charmantes associations, comme SOS Racisme, l'ICRA, Planning Familial et quelques autres, qui sont désignés pour fliquer les réseaux sociaux et qui auront un droit d'accès prioritaire à la demande de censure. Et l'Arcom va le faire parce qu'elle obéit à un règlement européen qui s'appelle le DSA. Ça, c'est l'article 22. La Belgique a désigné hier ses signaleurs de confiance et nous, on doit le faire. Et on n'a pas de défenseur. Au Parlement européen, on a 0 eurodéputés français qui ont voté contre ce règlement de censure. Pas un seul, d'aucun parti. Ils ont considéré que ce n'était pas une question importante. Moi, je pense que c'est une question importante parce que sans liberté d'expression, il n'y a aucun combat possible. Sur aucun sujet. Aucun sujet. Donc, il faut absolument se battre. Et je suis très inquiet de cette dérive. Macron est complètement illégitime aujourd'hui, à 11% dans les sondages. Donc, il attaque ceux qui peuvent le mettre à nu et sortir des dossiers qui ne sortiraient pas ailleurs. C'est un sujet évidemment qui vous intéresse, comme vous intéressera sans doute la libération de Boualem-Sansal. Bruno Retailleau était avec nous ce matin, on attendait sa première réaction parce qu'on lui fait porter la responsabilité de la détention de... Je savais que j'allais éternuer. J'ai tenté de résister, mais bon, je résiste faiblement, manifestement. J'ai tenté. Bon, écoutez, Bruno Retailleau, nous sommes d'accord, Thomas Bonnet, oui, c'était sa première prise de parole. Écoutons-le. C'est une superbe nouvelle, bien sûr. Vous savez, Boualem-Sansal, c'est un exemple, c'est même un modèle, parce qu'il n'est pas né sur notre sol français, mais il s'est reconnu dans notre langue. Il a adopté la France l'a adopté, non pas par le sang versé, mais par l'encre versée. C'est devenu sa patrie, la France, parce que la France a toujours été une grande patrie littéraire. Et en cela, et c'est la raison pour laquelle moi et bien d'autres, d'ailleurs, je me suis battu pour Boualem, parce que pour moi, c'était un symbole. La littérature, c'est la liberté, et on n'emprisonne pas, on ne prend pas en otage la liberté. Je ne parle pas du peuple algérien, c'est très différent. Je parle du régime algérien. Eh bien, il se nourrit d'une haine anti-française. Il prend cette haine anti-française pour, finalement, le prétexte, l'alibi de tous ses échecs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce régime est très isolé sur le plan international. L'Algérie a perdu, mais de façon spectaculaire. Donc vous restez ferme sur cette méthode-là. Je persiste et je signe, bien sûr. Et j'attends que le président de la République défende les intérêts de la France. Marie-Hélène Trémollet, il a slalomé pour ne pas répondre frontalement à Emmanuel Macron, mais également au ministre des Affaires étrangères, et également aussi à M. Lecornu, qui en sous-texte avait expliqué que si Boualem-Sansal était resté aussi longtemps en Algérie, c'est parce que c'était de sa faute. Le sous-texte était assez clair quand même, parce que le communiqué de l'Élysée, hier, je le cite, c'était une diplomatie. Donc Emmanuel Macron saluait une libération permise grâce à une diplomatie de respect, de calme et d'exigence. C'est quand même une critique indirecte, un peu directe du bras de fer voulu par Bruno Retailleau. Après, c'est peut-être une chose qui servira au président des Républicains finalement, puisque avoir Emmanuel Macron contre soi aujourd'hui, c'est aussi la garantie d'avoir des alliés. Et que là-dessus, pour l'instant, c'est plutôt la diplomatie allemande qui a été mise en valeur dans cette libération et pas du tout la diplomatie française du Quai d'Orsay. Bon, en tout cas, Emmanuel Macron l'a dit d'ailleurs hier, et il l'a dit en anglais, à Berlin, à un Allemand, et il lui a dit c'est grâce à vous. Là, il n'y a pas d'ambiguïté sur l'extrait que vous allez entendre. J'ai souhaité la bienvenue en France à Boualem-Sansal et je tiens à réitérer mes salutations et mes sincères remerciements à la diplomatie allemande, à vous-même et au président Steinmeier pour votre aide précieuse. Il est de retour, grâce à vous.
Là, c'était à Berlin, il parle anglais, puis 2 minutes après, il parle allemand. Je ne sais pas pourquoi il parle anglais et allemand, français, pardon. Pourquoi il change de on va lui demander, c'est la pensée complexe, là, ça m'échappe totalement. C'est le en même temps. C'est le en même temps français, en même temps anglais. Mais on a lâché la Olivier de Lagarde. On a lâché la rampe. Lui, il a lâché. C'est-à-dire maintenant, c'est fini. On n'arrive même plus à défendre la langue française. Et le président de la République, qui devrait être le premier défenseur de la langue, voilà, il y a Jean-Marie Roy qui s'époumonne, mais qui crie dans le vide, quoi. Il a fait tout France. Et c'est grave ce qui se passe, parce que on ne pense pas de la même façon en français qu'on pense en allemand, qu'on pense en anglais. Défendre sa langue, c'est vraiment défendre sa spécificité. C'est des signaux qui sont envoyés. C'est des signaux qui sont envoyés de vraiment ces élites qui savent parler anglais, mais il y a des Français qui écoutent le président qui ne savent pas parler anglais, donc ils se sentent Il y a des Français qui écoutent le président, je ne suis pas sûr. Comment ? Il y a des Français qui écoutent encore le président. Oui, bon. Ils sont de moins en moins, quand même. Bon, alors écoutons-le. Florian Philippot, vous voulez dire Non, mais moi je trouve ça absolument honteux. En fait, il parle anglais, il parle globish, quoi. Enfin, voilà, il veut montrer que c'est un mondialiste, il est au-dessus des nations, il nous méprise. Et c'est honteux, parce que le français, c'est une magnifique langue, qui devrait être le premier défenseur de cette langue, et qu'elle a un statut de langue internationale. Il est en Allemagne, il parle anglais. Qu'est-ce que c'est? Mayalène Trémollet. Là, toujours en même temps, Emmanuel Macron, il avait quand même inauguré la Cité de la francophonie à Villers-Cotterêts. C'était son projet, justement. Elle avait invité Jean-Marie Roy, un grand musée, etc. Ça l'empêche pas de parler anglais. Bon, on va pas non plus épiloguer, je veux dire, l'instrument. Bon, écoutez. Vous avez parlé directement avec un président. Olivier de Lagarde. Avec Trump, il n'y a pas de souci. Quand vous êtes en position officielle, vous êtes le président vous l'avez dit. Français. Bon, sur le fond, écoutez ce qu'il a dit, il est disponible pour rencontrer M. Tebboune. Si ces conditions sont remplies et qu'on peut obtenir des résultats, je suis disponible évidemment à tout échange à mon niveau. Je l'ai eu par le passé. Et donc, nos équipes diplomatiques et nos équipes resserrées sont en train de travailler à cela. Et mon souhait, c'est que nous puissions avancer pour à la fois être plus efficaces sur les grandes questions économiques, sécuritaires, migratoires. Ça pourrait se faire ce week-end au G20, c'est bien cela, avec M. Tebboune ? En Afrique du Sud, à Johannesburg. C'était déjà dans les tuyaux, et la libération de Thomas Bonnet était un préalable à cette rencontre. Et effectivement, étant donné que Boualem Sansal est désormais en France, rien n'empêche plus cette discussion. La question qui va se poser, c'est pour parler de quoi ? C'est-à-dire qu'en effet, on a récupéré Boualem Sansal. Bon, pour parler de Christophe Glaise, déjà. Et Christophe Glaise, son procès est en appel au début du mois de décembre. Justement. D'ici là. Donc en fait, il y a la question migratoire, quand même, qui est l'éléphant au milieu de la pièce. Bon, avant de parler du sondage d'IFOP, de revenir, et on en a beaucoup parlé hier, puisque nous parlons d'Emmanuel Macron, et ce matin, Florian Philippot est avec nous, c'est le président des Patriotes. Vous vouliez évoquer l'affaire des Rafales et le président Macron. Parce que c'est vrai qu'on en a assez peu parlé de ces Rafales. Non, mais je suis très inquiet de la tournure que prennent les choses sur la guerre et sur la question ukraino-russe. J'ai entendu hier le chef d'état-major des armées, M. Mandon, le général Mandon, devant le Congrès des maires, qui a fait un discours très surprenant pour les maires en disant il faut accepter de perdre nos enfants. Et nous allons avoir des pertes économiques. Et vous allez accueillir des soldats dans vos communes, trouver de la place parce qu'on va s'entraîner et parce qu'on se prépare pour la guerre dans 3-4 ans contre la Russie. J'ai entendu le ministre allemand de la Défense, M. Pistorius, une interview ce week-end, cette semaine, au Frankfurter Allgemeine Zeitung, dire nous avons peut-être vécu notre dernier été de paix, l'été 2025. Donc la guerre avant l'été 2026. Et puis Macron et Zelensky qui signent cette déclaration d'intention pour 100 Rafales. Alors ça entretient un climat de guerre anxiogène. Sur le fond, c'est absurde. Nous n'avons pas les capacités industrielles de livrer 100 Rafales, ou alors dans 15 ans. Et qui paiera ? Qui paiera ? Pas l'Ukraine, pas un rond. Donc soit les programmes européens, c'est-à-dire la France, puisque nous contribuons largement plus que ce qu'on reçoit, soit directement la France, c'est-à-dire 20 milliards. Je rappelle que 100 Rafales, c'est à peu près 20 milliards. Donc tout ça est d'une absurdité, d'une folie totale. On nous met sur un chemin de guerre, de confrontation avec la Russie, alors qu'il faudra arrêter tout cela. Nous disons aux patriotes, plus 1 euro pour l'Ukraine, pas une arme, et pas un soldat français, évidemment, pas une goutte de sang français dans cette guerre qui n'est pas la Russie. Éric Nolot. Est-ce que vous dites quelque chose à la Russie ? Je lui dis qu'on reprendra le dialogue. Très absente de votre discours. On reprendra le dialogue avec la Russie. Non, les plus bellicistes de l'affaire, ce sont quand même les Russes. Je crois qu'on a compris que M. Poutine ne voulait pas convaincu de cela, M. Nolot. On en a déjà parlé.
ou plutôt à un seul prix, la reddition totale de l'Ukraine, ce qui n'est pas admissible. Donc, excusez-moi, même M. Trump en Alaska a fini par le comprendre. Vous êtes le dernier à ne pas le comprendre. Écoutez, je suis peut-être le dernier à défendre la paix dans la vie politique française. C'est tout mon honneur à ce moment-là. Non, mais c'est vrai le dernier. Je pense que la question ukraino-russe a commencé bien avant 2022, que l'OTAN a positionné des forces, a fait adhérer des pays, que la CIA y a mis 12 bases, vous savez, ça a été révélé, 12 bases secrètes en Ukraine à la frontière, et que tout a été fait pour provoquer. C'est la doctrine Brzezinski. Il y a des années 90, les néoconservateurs américains qui ont dit il faut absolument séparer les pays européens de la Russie. Vous pouvez pas faire passer les agresseurs pour les agresser. Là, mais il y a une responsabilité commune, attention. Non, Olivier de Lagarde. La responsabilité n'est pas commune. Olivier de Lagarde. Voir les choses qu'à partir de février 2022, c'est être à minima borgne et peut-être aveugle. On essaie de se battre. Olivier de Lagarde. Pour que les choses soient dites, si vous voulez. Je le dis. Ensuite, c'est pas pour... Je dis précisément ce qui n'est pas dit ailleurs. C'est pas pour dire que les agresseurs sont les agresseurs. Précisément ce qui n'est pas dit ailleurs. C'est-à-dire que cette affaire est beaucoup plus ancienne qu'on ne le croit, qu'il y a une provocation otanesque et qu'aujourd'hui, je vais vous dire une chose, l'Union européenne veut cette guerre, vous savez pourquoi ? Parce qu'elle veut son armée. Parce qu'elle veut son armée. C'est Poutine qui veut la guerre. Non, l'Union européenne veut la guerre. Si elle voulait la paix, elle arrêterait d'envoyer de l'argent et des armes et peut-être même des menaces de soldats. À ce point-là, le défenseur de la Russie. Éric Nolot. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que quand on défend la paix, on défend la Russie. Ne vous défendez pas la paix, vous défendez la Russie. C'est Poutine qui a voulu cette guerre. Et c'est Poutine qui veut la continuer. Et vous venez nous expliquer... Ça vous inquiète pas, ces déclarations que je viens de vous lire du ministre allemand, de Mandon en France, de Macron, ça ne vous inquiète pas? Parlez-en avec les Polonais pour savoir s'ils ne sont pas inquiets. Je ne suis pas polonais. Parlez-en avec les Baltes pour savoir s'ils ne sont pas inquiets. Nous n'avons pas la même histoire que les Polonais. Parlez-en avec les Allemands pour savoir... Mais Éric... Ça, c'est des fachos. Non, on a compris. On a compris le débat. Il reste 10 minutes. On n'est pas estonien, on n'est pas polonais, on n'a pas la même histoire et la même relation à la Russie. On a tout intérêt, je veux dire, rien que pour des questions d'énergie, sauf si vous voulez continuer de ruiner la France avec une énergie 3 fois trop chère, de s'entendre avec la Russie, ça ne veut pas dire être soumis, ça veut dire arrêter cette folie de la guerre et de la ruine, parce qu'en plus, le temps est compté, si j'ose dire. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que ce soit M. Mandon qui dise des choses, et ce que vous avez dit est tout à fait juste, qu'un général d'armée dise devant des mères, et c'est repris nulle part, préparez-vous à la mort de vos enfants, c'est ce qu'il a dit hier, ça peut m'étonner. Ce qui m'étonne encore plus, c'est que c'est repris nulle part ce matin. Il me semble que c'est quand même une parole du président de la République. Et ce général, il parle régulièrement. Donc il prend la parole. Donc voilà, j'observe et j'écoute. Bon, restez encore avec nous pendant quelques minutes. Je voulais simplement revenir sur l'étude de l'IFOP hier. Et il y a eu un prolongement sur l'antenne d'Europe 1 ce matin, notamment avec Jean-Luc Goujon, que je salue, de Lyon, puisqu'il est allé vérifier dans les rues de Lyon. Il a fait un reportage, c'est ce qu'il y a quand même de plus intéressant toujours, pour éclairer la réalité, le reportage. Et il a, Jean-Luc Goujon, et il a tendu son micro à des jeunes femmes, ou des jeunes hommes d'ailleurs, français, musulmans, et qui soit sont radicalisés, ou soit portent le voile, et il a essayé de comprendre en tout cas que ces gens témoignent. Et je vous propose d'écouter sur l'antenne d'Europe 1 à 9h46 et celle de CNews, d'écouter ces témoignages. Je me suis voilée vers 12 ans. C'était vraiment un choix, quelque chose qui me permet d'être plus libre, d'être moi-même. Vraiment, ma religion, c'est comme un pilier. Je prie avec mon père, on va à la mosquée ensemble tous les jours. Et surtout, le plus important, le vendredi, c'est Jumu'ah, c'est une prière collective. Moi, je me tiens vraiment à carreau sur les lois de la religion. Ça a plus d'importance, les lois de la religion, plutôt que les lois de la République française? Oui, je pense. Il y a des lois de la République quand même, elles sont essentielles. Mais je pense que je me tiendrai plus à carreau sur les lois de ma religion que plutôt la République. Fatima, 47 ans. C'est vrai que je vois beaucoup de jeunes filles voilées, ça me peine énormément. Parce que le voile, pour moi, ça signifie la soumission. Et je trouve ça dommage que dans un pays où il y a des libertés, dans un pays des droits de l'homme, une femme porte le voile aujourd'hui. Pour eux, la religion passe avant tout. Et avant la République, évidemment. Je trouve ça triste. Et vous avez pu découvrir le studio d'Europe 1 avec Dimitri Papalenko qui anime la matinale entre 7h et 9h et Anissa Haddadi. Bon, c'est intéressant ces témoignages. Parce que là, vous avez une jeunesse. Je disais tout à l'heure, aucune population immigrée arrivée sur le sol de France n'a rompu avec son pays d'accueil. Aucune. Ça allait vers plus d'assimilation. Et là, vous avez une population immigrée où tout d'un coup, la 3e ou 4e génération est en rupture alors que les grands-parents ne se conduisaient pas comme ça. Donc ça nous... En rupture et en régression.
C'est une régression. Alors, régression, c'est un avis, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous avez quand même, Éric Nolot, dans ce sondage, ou plutôt cette étude, une majorité de musulmans qui disent que les lois de Dieu sont non seulement au-dessus de la République, mais au-dessus des lois de la science. Excusez-moi, si vous n'appelez pas ça une régression, moi, je ne sais pas comment la qualifier. Non, en fait, ce à quoi on assiste, c'est un alignement de l'islam sur l'islamisme. C'est-à-dire que ça finit par se confondre quand vous interrogez les gens. Ça, c'est très inquiétant. Alors, pas tous. C'est générationnel, notamment les jeunes, les anciens non, mais notamment les jeunes. Et on a commencé cette émission en disant qu'on ne pouvait plus se parler. Et on a cité Zemmour, Glucksmann. Là, je vais vous faire écouter un éditorialiste qui pèse sans doute dans le débat politique, c'est M. Apathy. Hier, sur l'antenne de Quotidien, il a parlé du Figaro. Et il a dit « Le Figaro est un journal de guerre civile ». Donc on en est là aujourd'hui. C'est pour ça que c'est le climat qui arrive jusqu'en 2027. Écoutez ce qu'a dit M. Apathy. Le musulman en France, dans ce type de discours, devient apatride. Voilà. Il est plus attaché à sa communauté qu'au pays dans lequel il est. C'est ça qu'il y a dans ces deux lignes. Ils le savent au Figaro. Hein. C'est ce qu'on disait des Juifs il y a un siècle et demi. C'est ce qu'on a dit des Juifs pendant 10 siècles. Le Figaro, aujourd'hui, journal formidable, journal respectable. C'est un journal qui est un journal de guerre civile. Voilà. Les musulmans, il y en a en France 7% des Français. Donc le Figaro est un journal de guerre civile parce que le Figaro a simplement écrit « Les jeunes sont de plus en plus rigoristes ». Mais on s'en prend au baromètre. Moi, je regarde. On s'en prend au baromètre plutôt qu'au fait. Mayalène Trémollet, pardonnez-moi. Il y a autre chose que je trouve intéressant, moi, sur cette jeunesse qui est en recherche de radicalité, c'est qui va s'en emparer politiquement. Parce qu'on sait que Jean-Luc Mélenchon, notamment, se tourne beaucoup vers le vote musulman. Il est très populaire auprès de cet électorat. Et donc là, avec ce sondage, pour le coup, il y a vraiment un ferment. Et on va voir s'il y a de nouveaux retournements de position, comme Jean-Luc Mélenchon sur le voile, par exemple, pour essayer de capter cet électorat. Parce qu'il est de plus en plus fort, il est de plus en plus présent. Et ils vont voter, on se rapproche de 2027, vous disiez vous-même. Quel est votre électorat sociologiquement? Ce sont des jeunes gens, ce sont des gens plus âgés, ce sont des gens qui aiment la France, je crois, et qui sont attachés à nos libertés. Mais tout le monde aime la France, mais tout le monde, il n'y a pas de gens que je connaisse qui disent bon. Il y a des réserves de patriotisme immenses dans le peuple français. Dans la classe dirigeante, de bien grands doutes. Je pense qu'ils ne la trahiraient pas comme ils le font. En tout cas, comment vous avez interprété cette étude? Il y a trois points. Un, on arrête immédiatement les Florian Philippot. On arrête immédiatement l'immigration. Mais immédiatement. Et on reprend complètement la main. À zéro. Sauf peut-être quelques cas très particuliers ou quelques étudiants dont on est certain qu'ils sont de vrais étudiants. Mais sinon, on a... Et un peu d'immigration de travail peut-être? On a beaucoup de chômeurs. Formons-les. Nous avons pour cela des outils à récupérer, y compris le côté immigration, expulsion. On doit pouvoir élargir les critères d'expulsion parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire en France. Pour ça, c'est pas possible si on reste dans l'Union européenne. C'est impossible. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni vient de le démontrer. Ils ont pris une loi extrêmement restrictive. J'en ai fait l'analyse juridique. Il y a les 3/4 de cette loi qui seraient aujourd'hui interdits s'ils étaient encore dans l'Union européenne. Avec un gouvernement de gauche. Oui, parce qu'ils ont la pression de M. Farage. C'est un homme remarquable. Un gouvernement de gauche, et effectivement, c'est que nous, on va avoir les lois les plus permissives. Mais de toute façon, le Royaume-Uni a déjà divisé par 2 l'an dernier l'immigration, va rediviser par 2 cette année, donc ils vont passer très en dessous de nous. Et en plus, voilà, ils ont la possibilité de faire ce qu'on ne peut pas faire parce qu'ils ont repris leur souveraineté. 2, arrêtons. Vous savez pourquoi on a réislamisé des populations qui ne l'étaient pas? Parce qu'on a fricoté avec des puissances islamistes. Tout à fait. Qui ont déversé leur argent et leur propagande dans les quartiers. Et c'est un crime, ça, des dirigeants en haut, des racailles d'en haut, ça. Alors ça, c'est le Qatar, ça a été toutes ces puissances-là. On a se prosterné, on a fait des accords fiscaux, on leur a permis de déverser leur narratif, leur propagande. C'est un crime contre la France, ça. Et troisièmement, il faut arrêter avec le nihilisme. Parce que toute la jeunesse de France, et il n'y a pas que les musulmans, qui croient plus en grand-chose et plus en la France, c'est parce qu'il n'y a plus de récit français. Bon, vous avez entendu... Parce qu'on ne l'apprend plus à l'école. Vous avez entendu... Parce qu'on n'aime plus la France, parce qu'il n'y a plus cette transmission de l'amour de la France. Et ça, à mon avis, c'est la première des choses à faire.